José Antonio Camacho a été viré et c'est une paire d'entraîneurs qui prend sa place. C'est Daniel Cousin, cette paire, avec Pierre-François Manby, qu'on en reparle tout à l'heure. Nos invités, on vous les présente de nouveau. Elton Mokolo, de la RTC, journaliste. Abdul Karim Baldé, de la Guinée. Il bouge beaucoup, hein, je peux vous le dire. Moi, je le connais. Lui, on s'arrête pas. Si vous avez besoin de le voir, eh bien, dites-lui tout ce que vous avez à dire dès que vous le voyez, parce qu'après, on ne le voit plus. Et Bertrand Abi-Sonono, joueur, entraîneur, bien sûr, qui vise un poste, peut-être quand Sidorf sera démis de ses fonctions. Donc, vous avez tous vos diplômes, mon cher Bertrand? Il y a tous les diplômes à passer, mais celui qu'on demande pour notre sélection, moi j'ai vu le cahier des charges. Vous l'avez, vous êtes équipé. Ouais. Vous avez entraîné, vous avez une expérience ici, bien sûr, vous entraînez. Oui, là-bas. Ouais. La question, comment jugez-vous le niveau de nos championnats? Vous continuez à intervenir sur Facebook Africa 24 TV et puis sur notre Facebook Africa 24. Le football international maintenant. Et nous allons parler du Gabon qui change d'entraîneur. Le contrat de José Antonio Camacho n'a pas été renouvelé, justement, c'était fin septembre, et a été remplacé par Daniel Cousin et comme adjoint Pierre-François Aubameyang. Élément de réponse sur les changements éventuels au sein de cette sélection avec Ibrahima Djoumaba. Daniel Cousin a été intronisé sélectionneur de l'équipe nationale du Gabon le 26 septembre 2018. La Fédération gabonaise de football avait misé en première instance sur un duo entre Daniel Cousin et Pierre-François Aubameyang, mais ce dernier a désisté. La FEGAFOOT a chargé le nouveau manager des Panthères de former son staff pour notamment poursuivre la campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. À 41 ans, Daniel Cousin tient ainsi sa première expérience d'entraîneur. Si l'on en croit certains observateurs, l'expérience et le vécu de l'ancien capitaine du Gabon lui permettront de relever le défi. Il fera ses premières sorties à la tête des Panthères lors de la double confrontation avec le Soudan du Sud les 12 et 16 octobre 2018. Le débat tout de suite sur Africa 24. Elton, c'est un bon compromis. Pierre Aubameyang aux côtés de Daniel Cousin, ça va se faire? Daniel Cousin, oui, il a de l'expérience, on l'a connu en tant que joueur. Donc ce qui fait qu'il a une autorité, et Dieu sait que l'autorité naturelle en Afrique, c'est quelque chose qui est très important. Donc il est capable de rassembler, c'est un coach local. Et il a 2 matchs très importants face au Soudan du Sud à venir. Et il sera jugé sur ça à court terme et à moyen terme, parce qu'il faut toujours le laisser travailler. Dieu sait que c'est un problème structurel en Afrique. Est-ce qu'ils vont s'entendre? Ça peut se faire, Karim, parce qu'apparemment vous avez des infos. Le truc, mais pour apporter un petit correctif, Daniel Cousin, pour l'instant, il est seul sélectionneur numéro 1. Il ne veut pas d'Aubameyang? C'est pas qu'il ne veut pas, c'est que Pierre Aubame a été contacté par la fédération et là on a assisté à un imbroglio absolument improbable jusqu'à l'intervention de Pierre-Emerick Aubameyang, donc le fils. Il est spécial aussi Aubameyang, le père. Oui, mais le problème c'est que pour moi le problème vient de la fédération parce qu'ils prennent contact avec Aubame senior, Pierre Aubame, pour qu'il devienne sélectionneur ou du moins sélectionneur adjoint dans un ticket. Et ils n'attendent pas sa réponse avant d'officialiser sa nomination, ce qui est un gros problème. Et arrive ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé d'abord sa nomination pour qu'ensuite le fils Pierre-Emerick Aubameyang dise sur les réseaux sociaux « Bah non, mon père est malade, il est à Londres et il avait dit qu'il n'avait pas encore donné sa réponse et finalement ce sera non ». Et là, la fédération a sorti un communiqué complètement lunaire dans lequel ils disent « Oui, effectivement, c'est vrai que on a annoncé ça, mais c'est le ministère qui nous a poussé à faire l'annonce parce qu'on n'avait pas trop le choix et même si on n'avait pas la réponse définitive ». Donc vous voyez bien quand même le degré de sérieux qui manque à la Fédération gabonaise de football. Donc non, ce ne sera pas un ticket. Pour l'instant, c'est que Daniel Cousin. Alors Elton est revenu sur les qualités de Daniel Cousin. C'est vrai que c'est un grand frère puisqu'il était team manager de cette équipe. Après, concernant Léo Aubameyang, Pierre Aubame, avec ce qui s'est passé, le fils, il est assez en colère et Daniel Cousin lui-même le reconnaît. Il l'a mis dans la liste pour les 2 matchs d'octobre face au Soudan du Sud. Est-ce qu'il va venir? Oui. Ça m'étonnerait, mais bon, on verra bien. Daniel ne pourra pas gérer seul. Non, il lui faut des adjoints. Mais après, moi, je n'attends pas une révolution, en fait. Ah ouais. Il y a 2 matchs. Il y a le Soudan du Sud la semaine du 8 au 12, là, au 16. Et
il faut déjà dire que sa nomination intervient dans un contexte particulier. Camacho s'en va parce qu'il n'y a pas de résultats. Là, est-ce qu'ils mettent Cousin parce qu'il y a 2 matchs qui arrivent, il faut absolument un entraîneur, ou alors c'est un projet à long terme? Si c'est un projet à long terme, je n'ai pas de souci. Cousin fera l'affaire. Moi, je suis partisan à un moment donné de mettre des locaux. Mais maintenant, si c'est que pour ces 2 matchs-là qu'on va juger Cousin, et puis par après, on va ramener un expatrié pour prendre sa place parce que ça n'a pas marché, et j'ai dit là, ça va être compliqué. Messieurs, en tout cas, vous serez là pour commenter avec nous de temps en temps sur les résultats, parce que nous allons aborder le 3e tour à partir du 8. Bon, ce sera plus le 10, les matchs vont commencer pour ce 3e tour, le 10 et puis toute une série de matchs parce que ce seront des matchs aller-retour. Nous allons maintenant parler de l'Europe avec nos joueurs africains. Vous savez, c'est la Ligue des Champions, 2e tour. Et nous allons voir tout d'abord le groupe A où il y aura des matchs, tout d'abord donc dès demain, avec notamment Borussia Dortmund contre Monaco et Atlético de Madrid contre le Club de Bruges. Mais je vais vous demander d'être assez bref dans vos commentaires. Alors, dans ce groupe-là, Atlético de Madrid et Borussia Dortmund, ils sont en tête. Monaco, ça ne va pas du tout. Hein. Ça prend de l'eau, hein, le bateau prend de l'eau, hein, Elton. C'était prévisible. Leonardo Jardim m'avait dit avant le début de la saison que ça serait sûrement la saison la plus difficile de sa carrière à Monaco. Et là, les faits le prouvent. Ils sont actuellement barragistes en Ligue 1. Il n'y a rien qui ne marche. Ils ont encore perdu sur un doublé de Wabi Kazri face à Saint-Etienne. Et là, ils vont à Dortmund, qui est un stade particulier avec un public très très chaud et une équipe très compétitive. C'est le leader de la Bundesliga. Donc vraiment, je ne suis pas très optimiste pour Monaco. Nous allons voir le groupe B maintenant de cette Ligue des Champions avec des matchs qui sont prévus toujours ce mardi 2, voilà, avec Tottenham contre FC Barcelone et Eindhoven contre l'Inter de Milan. Donc pas beaucoup de commentaires, sauf FC Barcelone qui a pris la tête. Nous allons enchaîner avec le groupe C de la Ligue des Champions et PSG. Tiens, mais c'est Karim hein, qui va s'y ranger parce que Karim, il voyage partout. Il était à Londres, il était partout. Alors, Karim, PSG, est de situation compliquée. Hein. Situation compliquée. Qui va rencontrer l'Étoile Rouge de Belgrade. Exactement. Pour moi, la défaite à Liverpool n'est pas une surprise, autant dire les choses clairement. Donc, du coup, le fait de voir le PSG avec 0 points, c'est pas non plus, c'est pas la fin du monde, on va dire. Les joueurs, ils sont attelés, c'est peut-être un peu de langue de bois, mais c'est vrai, c'est pas la fin du monde. En revanche, s'il y avait une contre-performance mardi au Parc des Princes contre l'Étoile Rouge de Belgrade, mercredi, contre l'Étoile Rouge de Belgrade, qui est censée être l'équipe la plus faible du groupe, là, il y aura un vrai souci. Après, Paris reste quand même sur un 8/8 en championnat, pas de souci pour l'instant, donc on peut quand même espérer pour les Parisiens au moins, enfin pas au moins, la victoire. La victoire c'est bien parce qu'après il y a les 2 matchs face à Naples. Donc du coup, les points, il faut les prendre maintenant. Voilà, nous allons enchaîner avec le groupe D maintenant, avec le locomotive de Moscou contre Schalke. Et il y aura Porto contre Galatasaray sur le tableau, c'est bien ça. Donc pas de commentaires particuliers. Je pensais que pour Vincent Aboubacar quand même, le Camerounais qui s'est gravement blessé en championnat face à Tondela, rupture des ligaments croisés, rupture totale, donc plusieurs mois d'arrêt. L'attaquant du FC Porto. Et peut-être même la CAN. Aussi. On parle du buteur en finale. Hein. Ouais, mais bon, c'est une grosse perte. C'est une grosse perte parce que les croisés, rupture totale. Nous allons enchaîner avec le groupe E maintenant. Dans ce groupe E, nous allons voir les 2 matchs qui nous attendent justement pour cette Ligue des Champions avec Athènes Benfica et Bayern de Munich contre l'Ajax d'Amsterdam. Alors, si vous me permettez, les équipes portugaises sont toujours là, Benfica au Porto, toujours là. Mais bon, elles ne vont pas très très loin, mais bon, elles sont toujours présentes. Nous allons enchaîner avec le groupe D de cette Ligue des Champions qui aura lieu cette semaine, je vous le rappelle, groupe D. Groupe F, pardon, je connais bien plus mon alphabet. Hoffenheim, Manchester City et Lyon contre Shakhtar Donetsk. Ça ne marche pas très fort pour Manchester City. Bertrand, on vous a pas beaucoup entendu. Non, mais après, je pense que c'est le match contre Lyon à City. Personne ne l'attendait, celui-là. Oui, tout à fait. Personne ne pouvait imaginer que Lyon va gagner là-bas. Maintenant, ils ont pris un coup. Guardiola était suspendu. Il va revenir sur le banc. Et je pense que Manchester City, ils joueront la première place quand même. Ils seront qualifiés, bien évidemment, pour les 8e de finale. Mais voilà, c'est la Ligue des Champions. C'est le bal des grands. Il faut être prêt. Quand tu n'es pas prêt, tu perds comme Paris a perdu, alors comme Manchester. Voilà. Alors, nous allons enchaîner, à moins qu'il n'y ait plus rien
à vous montrer. Donc oui, il y avait quand même le groupe G, et ça a failli m'échapper, avec Moscou contre Real de Madrid et l'AS Rome contre Victoria Pilsen, Real de Madrid qui est toujours en tête. Est-ce que vous avez un petit mot à dire sur le Real qui est déjà le leader? Le Real, autant là ils ont gagné leur premier match, mais depuis cette première victoire en Ligue des Champions contre la Roma, ça va beaucoup moins fort avec la grosse défaite à Séville 3-0, ce qui est rarissime d'ailleurs de voir le Real perdre 3-0 quel que soit l'adversaire. Et là le derby 0-0 contre l'Atlético, donc justement ça va peut-être les relancer quelque peu et effacer quelques doutes. Voilà le H maintenant avec Juventus contre Young Boys et l'équipe de Manchester United contre l'équipe de Valence, Manchester United, avec la Juventus de Turin qui sont en tête donc de ce groupe. Messieurs, tout dernier mot peut-être avant de mettre un terme à cette Ligue des Champions. Manchester, selon la presse locale, ça peut être un match charnière pour l'avenir de José Mourinho à Manchester United. Et il se dit que s'il n'y a pas victoire face à Valence, la direction sportive de Manchester United pourrait prendre des dispositions. Et quand on parle de dispositions, on parle de virer José Mourinho. Parce qu'on sait qu'il y a une situation très très tendue à l'intérieur du club. On sait qu'il y a des problèmes avec Paul Pogba. Et il semblerait que Zidane aurait appelé José Mourinho ce lundi. 1er octobre. Il semblerait. Mais il semblerait également que Zidane prendra des cours d'anglais, qu'il a discuté avec Ed Woodward, le directeur général de Manchester United. Donc il y a beaucoup d'informations qui circulent en ce moment. Mais le fait est qu'aujourd'hui, José Mourinho est très fragilisé par sa situation sportive et sur la voie du départ. Et puis la graisse des os de Drogba, il faut qu'il arrête aussi. Bon, ça c'est notre sujet. Nous allons voir justement les joueurs africains que nous allons suivre de très près, bien sûr, cette semaine, avec du côté de Monaco, Jean-Eudes Ayolou, de la Côte d'Ivoire, Adama Traoré, aussi du Mali, et Kevin Doram, le franco-tchadien de Monaco. Du côté de Liverpool, bien sûr, le même, Salah, Mané, Naby Keita, tiens, oui. et Joël Matip. Et puis à Lyon, bien sûr, Maxwell Cornet, Bertrand Traoré. Pour PSG, votre frangin Choupo-Moting va jouer ou pas, Bertrand? Enfin, votre frangin, le compatriote. Il va rendre des services, jouer, prendre une paire de... Être de titulaire peut-être. À mon avis, il y a les trois de devant là qu'on connaît déjà, Mbappé, Neymar, Cavani. Ouais. Pour les toucher, c'est pas évident. Mais il va rendre des services. Après les matchs à Guingamp, je sais pas où d'autres, sans rien arriver à Guingamp, il pourra jouer. Oui. Messieurs, je vais vous montrer un sujet qui va peut-être vous intéresser, qui va vous faire plaisir, ainsi qu'aux téléspectateurs. Ce sont plus de 20 pays qui étaient réunis au Nigeria pour la première édition du championnat africain de football freestyle. Sport acrobatique d'expression artistique où un ballon de football est projeté sur différentes parties du corps. L'Ivoirien Abdul Kader Koné a été sacré champion d'Afrique de football freestyle. Il envisage une carrière dans le football professionnel. Les organisateurs, eux, expriment une satisfaction et entendent pérenniser l'événement. Cheikh Omar, Jonathan Bandargo était notre envoyé spécial. Regardez. Pour une première, le championnat africain de football freestyle a connu la participation de talentueux acrobates. 20 pays présents et un vainqueur à la fin. La Côte d'Ivoire, représentée par Abdul Kader Koné. Je suis vraiment heureux. Je suis vraiment heureux. J'ai pas de mots. Et après ça, moi je compte jouer au football et essayer d'apprendre beaucoup de choses aussi en Afrique. Le football freestyle se définit comme un sport d'habileté et d'expression. Un sport devenu populaire dans d'autres parties du monde auquel le Nigeria veut donner une nouvelle dimension. Il s'agit de créer un environnement favorable permettant à ces jeunes talentueux d'avoir un mode de vie durable. En gros, nous voulons les développer au point de faire d'eux des superstars pour que les particuliers et les entreprises puissent les engager dans les cadres d'activités qu'ils organisent. Au-delà du nombre important de participants, le premier championnat de football acrobatique a eu le mérite de drainer du monde. Un public séduit par la qualité des prestations et par l'ensemble du spectacle proposé. Pour sûr, ils seront de nouveau servis, car c'est ainsi parti pour une compétition qui se tiendra chaque année. Voilà, Elton Mokolo qui regardait avec beaucoup d'attention ces images, je pense qu'il va se lancer. N'oubliez pas le 3e tour de la CAN 2019, les protagonistes se retrouvent du 8 au 16. Et puis je voudrais juste vous dire, messieurs, mais peut-être vous avez déjà l'info, que le jeune Geoffroy Kondogbia va jouer avec la Centrafrique. Ouais. Il a été appelé par l'entraîneur Raoul Savoie. Messieurs, un tout dernier mot, qu'est-ce que vous attendez de ce 3e tour?
Sur ce troisième tour, on attend de choses intéressantes. Le regain des grandes équipes, parce qu'on sait qu'on est sur une année post-mondiale. Il y a un statut à défendre par rapport à cette compétition mondiale auquel ils ont participé. Et il y a des nations émergentes en Afrique qui cherchent à prendre cette place-là. Donc on attend beaucoup de ce troisième tour avec les grandes nations. Je sais que ça a été compliqué, même pour des nations qui n'étaient pas au mondial. J'en veux pour preuve les RDC qui a fait un partout au Libéria. Donc on attend de voir ça sur la prochaine trêve internationale. Elton Mokolo, merci. Abdoul Karim Baldé, qu'est-ce que vous attendez? La Guinée, qu'elle se qualifie? Oui, la Guinée, pourquoi pas. Après, elle a fait 2 matchs de victoire. C'est déjà un bon pas de fait. Il faudra voir avec la double confrontation à venir face au Rwanda ce que ça va donner. Mais la Guinée part bien. Et est-ce qu'elle va confirmer l'essai? Affaire à suivre. Et puis un œil aussi sur le Sénégal après le nul à Madagascar. Et surtout la faible qualité de jeu finalement développée contre Madagascar. Donc est-ce que c'était le terrain? On le saura lors des 2 prochains matchs. Bertrand Abi Sonono, vous voulez vous adresser à M. Ahmad Ahmad. Laissez-nous notre CAN 2019. Ouais, qui nous laisse la CAN 2019. Et surtout que Clarence Seedorf commence à gagner. Qui commence à gagner, et surtout le prochain match, parce que le match contre le Comore n'était pas à la hauteur. Juste une question, répondez-moi rapidement. Si jamais le Cameroun n'a pas la CAN, le Cameroun organisant la CAN doit être qualifié automatiquement. Si le Cameroun ne l'a pas, qu'est-ce qui va se passer? Le Cameroun sera quand même qualifié? À mon avis, oui, parce qu'on retire la CAN parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'organiser, entre guillemets. Mais ils doivent être qualifiés. Ils doivent être qualifiés d'office. Voilà. Eh bien, écoutez, dossier à suivre. Hein. Mais ça n'arrivera pas. Mais ça n'arrivera pas, je l'espère. Merci pour votre précieuse attention. À lundi prochain, même heure, même antenne. Salut.